la maman d'Elsa, qui vient d'avoir 18 ans et qui est atteinte de surdité congénitale sévère à profonde, puisqu'elle est à 72% de perte d'audition. Depuis qu'elle est née, Elsa a la capacité d'attraper les yeux. Elle m'attrapait les yeux toute bébé. Elle attrape les yeux de beaucoup de personnes. Et nous deux, on parle avec les yeux. Je suis sourde de naissance avec 2 implants ovaires. Je suis développeuse depuis plus de 10 ans et militante tout ce qui est accessibilité. Je suis née sourde sévère suite à une maladie qu'on appelle le cytomégalovirus, le CFB, une maladie qui touche principalement les fœtus et c'est une maladie neurosensorielle. Je suis sourde de naissance, j'oralise et j'utilise le code LPC au quotidien. Souvent, les professionnels de la surdité donnent une solution un peu toute faite de « vous faites ça, ça ira bien », mais j'ai l'impression qu'ils ne se rendent pas compte que chaque personne est une exception et que du coup, chaque personne mérite une réflexion et un challenge différent. Alors moi je suis Yann Grisé, je suis devenu sourd à l'âge de 21 ans. Le problème dans la vie de tous les jours, c'est la communication, c'est le lien social avec l'autre. Quand je suis devenu sourd, j'ai été obligé d'aller vers l'autre, etc., pour faire comprendre mes difficultés d'audition, etc. J'étais encore en période où j'étais en train de construire mon identité propre, globalement. Je m'appelle Jacques Fuentinos et pendant ma retraite, je suis dans une association qui s'appelle France Acouphènes, dont je suis le président depuis 8 ans. Il y a 15 ans ou plus de 10 ans, j'étais un martien, en disant j'ai des acouphènes, c'est quoi? En quoi ça consiste? Qu'est-ce que vous ressentez? Enfin voilà, donc il se posait beaucoup de questions. Ça commence à être mieux connu qu'avant et je pense que notre association, la fondation, tout ça, ont fait beaucoup d'actions qui ont permis d'avancer sur ce chemin. Je n'ai jamais baissé les bras et au contraire, j'en ai fait une force. En 6e, pendant le confinement, il fallait qu'elle se donne un super pouvoir. Et elle a dit que sa sœur parlait tout le temps, que sa maman parlait très fort, que son papa ronflait très fort, mais qu'elle avait le super pouvoir de pouvoir arrêter ses oreilles en enlevant ses appareils. Donc voilà. C'est vrai, on vit n'est pas difficile aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut continuer à se battre pour que nos droits restent. Parce que nous sommes avant tout des personnes qui ont envie d'être à notre place au sein de cette société. On a envie de contribuer comme tout le monde. Ce message que je voudrais faire passer, c'est que écoutez les patients, prenez-les en compte, donnez-leur de l'espoir. Alors mon quotidien de maman, il y a une petite anecdote, c'est que elle n'entend pas les réveils, donc la première chose le matin, c'est de la lever. Et puis après, une fois qu'elle revient de sa journée de cours, c'est de gérer la fatigabilité. Parce que Elsa doit trier toute la journée tout ce qu'elle perçoit. Elle doit compléter ce qu'elle entend parce qu'elle pense avoir compris. Et donc c'est très fatigant. Et donc gérer au quotidien. La frustration aussi à gérer. Frustration quand elle se sent incomprise, quand il y a des choses où elle sent qu'elle a été mise en échec par quelque chose qui aurait pu être fait autrement. J'ai l'impression c'est que souvent les gens prennent une décision sans forcément consulter vraiment les personnes sourdes et leur dire bon, c'est quoi vos besoins? Ou qui écoutent une seule personne sourde et qui ne se rendent pas compte que en fait, la surdité c'est un spectre, il n'y a pas 2 personnes sourdes qui auront le même parcours, les mêmes besoins. Ce qui reste aujourd'hui à faire évoluer, c'est l'humain. C'est-à-dire que le changement sociétal que ça demande d'intégrer parfois la surdité, il est parfois plus lent que le temps d'écrire un texte de loi ou de changer une démarche et comme ça de former les professionnels avec lesquels on va être, les gens avec qui on bosse tout simplement, de faire comprendre aussi la réalité, alors pas de la surdité, mais des surdités. On peut être signant, on peut lire sur les lèvres, on peut être appareillé, on peut être implanté. Tous ces apports de technologie ou pas, ces parcours de vie, les personnes qu'on peut rencontrer aussi, qui des fois ont pu débloquer quelque chose ou pas, font qu'il ne faut pas avoir des stéréotypes de sourds, on va dire, dans un certain sens, et qu'il faut essayer de montrer qu'il y a plusieurs visages de la surdité
et plusieurs façons de la vivre. La principale revendication aujourd'hui de la part des personnes sourdes et malentendantes utilisant la langue des signes est d'intégrer la langue des signes dans la constitution. Dans les écoles, on a vu des classes enseignées qui sont 100% enseignées en langue des signes, des classes fermées, et il a fallu des familles se battent pour que certaines classes restent ouvertes, parce que sinon on prive leur éducation tout simplement. Dans les années à venir, le nombre de seniors va énormément augmenter et le nombre de personnes touchées par la surdité, par la presbyacousie, va augmenter quoi qu'il arrive. C'est pas la surdité qui est importante en définitive, c'est le lien social, le lien avec l'autre. Soyez curieux et posez juste des questions. C'est ça aujourd'hui qu'il faut faire avancer, c'est cette curiosité, cette envie d'être en lien, surtout qu'on va se retrouver avec des gens, langue des signes, appareillage, implant, LPC ou autres, jeunes, adultes ou vieux, qui vont juste vouloir être dans le collectif, dans la participation pleine et entière. Et c'est ça qui est intéressant. Alors,